Alors voilà, mes panélistes sont là. Véronique Prince, Alec Castonguay, Michel Séauger. Véronique, on le rappelle une autre fois, parce que je continue à recevoir des courriels en disant « Mais pourquoi diable vous ne présentez pas cette cérémonie? On aimerait la voir. On est en région, on est en Abitibi, on est au Saguenay. C'était le vœu, Véronique, de la famille que ça ne soit pas télédiffusé à grande échelle, si je puis dire. Oui, puis ce vœu-là, il est respecté par le gouvernement qui n'avait pas le choix de le faire, là, mais malgré tout, c'est beau de voir ça. C'est rare qu'on voit ce type de cérémonie hommage. Puis il me semble que depuis un bout de temps, on a tellement une succession de mauvaises nouvelles, puis ça aussi, d'ailleurs, c'en était une mauvaise nouvelle, là. Mais le fait de permettre aux gens de se rassembler de cette façon-là, puis qu'on en parle dans les médias, quelque part, ça fait quand même du bien aux gens. Voilà. Alors, les gens pourront suivre, parce qu'il y aura un rassemblement devant le Centre Bell. Et Alec et Michel, très rapidement. Donc, les gens qui y tiennent vraiment pourront être sur place. Puis sinon, il y a des réseaux sociaux quand même, Alec. Oui, absolument. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de télédiffusion pour ceux qui auraient voulu l'écouter autre que sur Facebook, qui est quand même une plateforme américaine. Ça aurait été bien que la télé québécoise, je ne sais pas, Radio-Canada, Télé-Québec ait la permission de diffuser l'hommage, mais c'est le choix de la famille. Alors, il faut le respecter. Puis ceux qui veulent y aller, ils vont pouvoir l'avoir sur écran géant puis être ensemble pour vivre ce moment-là. Tout à fait, oui. Il y a beaucoup de gens qui ont souligné qu'il y avait un côté dommage à ça, parce que la communion, justement, Michel Séauger, parfois, on se pose la question, est-ce que telle personne aurait mérité un hommage national, des funérailles nationales ou pas? Il y a ce débat. Dans ce cas-ci, compte tenu de l'ampleur des réactions, c'était un peu tombé sous le sens, là, Michel. Oui, puis c'est pas... quand on s'interroge sur les funérailles nationales, c'est souvent parce que le personnage a été controversé. Là, il n'y a pas de controverse. Là. Je connais pas... Il y a des gens qui étaient peut-être indifférents au cowboy fringant, mais je ne connais pas personne qui les aimait pas. Alors, ça tombait sous le sens, oui. Bien dit. Bon, il y a des négociations qui se poursuivent. Il faudrait être sur Mars pour ne pas voir ça. Je vous fais entendre un florilège d'extraits de la journée. Éric Gingras de la CSQ, ensuite M. Drainville, l'opposition, et on revient. M. Legault a dit, écoutez, si vous nous donnez de la souplesse, comme c'est le cas, par exemple, avec ce qu'on demande pour les rentrées scolaires, si vous nous donnez de la souplesse, a dit M. Legault, on serait prêt à envisager une bonification de l'offre salariale. Mais, en tout cas, jusqu'à date, moi, de la souplesse en éducation, c'est zéro. Nous, là, on est disponible, on l'était avant, mais on n'a pas eu l'écho de la part du gouvernement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, les prochains jours, il nous reste 10 jours avant de se rendre jusqu'au 8 décembre. Donc, d'ici là, il y a amplement de place pour se projeter vers une entente. C'est ça le message qui est envoyé aujourd'hui. Je pose la question, est-ce que le premier ministre pense encore que c'est elle la femme de la situation alors qu'elle est 0 en 10? Vous pensez que non? Donc, vous moi, j'ai appris demandez de se maintenant, après retirer? 5 ans en politique, que quand vous demandez la démission d'un ministre, vous ne l'avez jamais. Alors, je ne le demanderai pas. Selon vous, est-ce que Mme Lebel est encore la femme de la situation? Selon moi, en 0 en 10, la question ne se pose même plus. C'est pas Sonia le problème. Sonia a fait 4 propositions, totalisant 8 milliards. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu une contre-offre sérieuse sur les enjeux majeurs de cette négociation-là. Alors, moi, je ne comprends pas trop c'est quoi la stratégie des syndicats. Et j'ajoute à votre analyse que François Hainaut, tout à l'heure, le premier vice-président de la CSN, nous disait, écoutez, on a fait, selon lui, un 15 de chemin depuis quelques jours. Donc, c'est pas vrai que c'est bloqué totalement. Michel Séauger, encore possible de régler, vous avez déjà vu ce film-là, de régler avant Noël, Michel? Oh oui, c'est très possible de régler avant Noël. Et à la fin, si on ne règle pas pour Noël, on réglera le 3 janvier. Ça va marcher, ça aussi. Ça aussi, ça arrive qu'on dépasse des limites puis qu'à la fin, on finisse par s'entendre. Mais on sent qu'il y a du mouvement. C'est ça qui est important. On n'est pas à table, on ne peut pas jouer au devin, là, mais on sent qu'il y a du mouvement. Puis quand ça commence à céder des deux côtés, d'habitude, il y a une rencontre des volontés. Alec, on revoit un peu le même film, justement. Là. Il y a beaucoup de paroles, beaucoup de mots. Et là, plus on avance, moins il y a de mots et plus il y a de négociations. Et ça peut se terminer tard dans la nuit avec M. Legault. Là. Oui, ça peut. Généralement, le premier ministre, à la toute fin, fait les arbitrages. Je pense pas qu'on en soit encore rendu là.
Je ne pense pas, comme Marois Risky, que Sonia Lebel soit discréditée, qu'elle ne soit plus la bonne personne. Je pense qu'elle a encore tout à fait le contrôle de la situation du côté du gouvernement. D'ailleurs, elle s'est entendue avec les syndicats la dernière fois. Hein? C'est elle qui a négocié ça en pleine pandémie à l'époque, en 2020. Donc, je pense qu'il y a encore, de part et d'autre, beaucoup de travail à faire, mais que c'est possible de s'entendre avant Noël. Je trouve le Front commun assez habile dans ses manœuvres de séquences de grève, laisser du temps entre chacune des séquences qui se prolongent pour être capable de négocier. On n'est pas arrivé avec la grève générale illimitée, là, comme d'autres en commençant, mais en même temps, on met de la pression sur le gouvernement. Et c'est assez clair que si on ne s'entend pas avant Noël, les enfants ne reviennent pas à l'école en janvier et les opérations sont reportées de manière indéfinie à partir de janvier. Là. C'est ça le message aujourd'hui, c'est il nous reste une séquence de grève. Si on ne s'entend pas après cette séquence de grève-là, en janvier, c'est la grève générale illimitée. Donc, ça laisse quand même du temps pour s'entendre. Et je pense oui, ça progresse lentement, mais il peut y avoir des déclics là-dedans. Hein. Il peut y avoir un barrage qui cède, puis finalement, on s'entend sur un paquet de petites choses. Je pense qu'il y a encore matière à être optimiste avant Noël. Même si, Véronique, il y a des conséquences très concrètes et de plus en plus compliquées à gérer pour beaucoup de parents, là, les écoles fermées, puis une autre séquence qu'on nous annonce pour le 8, la FAE, c'est limité. Alors, les gens de Montréal, puis il y en a à Québec aussi, en Outaouais, Basse-Laurentide, les écoles, il y a 800 écoles qui sont fermées de toute façon. Mais même s'il y a des choses très concrètes, on a l'impression que ça avance quand même, là. Absolument. Moi, je me méfie toujours du discours public de part et d'autre, autant de la part des syndicats que de la part du gouvernement, versus ce qui se passe aux tables. Parfois, le discours est totalement différent de ce qui se déroule justement à la table de négociation. Il y a même dans le passé un ancien président du Conseil du Trésor qui m'avait dit, je me rappelle à un moment donné, il y avait des journées de débrayage, puis je l'avais en poche, l'entente, là. Elle était là, l'entente de principe, mais je leur laissais faire leur journée pour qu'après ça, on puisse annoncer ensemble en grande pompe que c'était réglé. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on entend différents discours en ce moment que ça n'avance pas aux tables, mais c'est sûr que c'est le jeu de la pression là, qui s'accentue en entendant Bernard Drinville aujourd'hui dire, bien, écoutez, ça se peut qu'à la semaine de relâche qu'on prolonge à la fin de l'année. Lui, il essaie de renverser, en fait, la faveur des parents pour que les parents fassent, ouais, bien là, en plus que les grands-parents garde, si en plus, il faut prolonger l'année scolaire. Donc, lui, essaie d'aller chercher l'appui populaire. Très bien. Il y en a une qui va trouver la journée très, très, très longue. Aller à Dubaï, on pose les valises à Dubaï, on s'aperçoit que, je parle de Magali Picard, présidente de la FTQ, qui est à la COP 28, elle s'aperçoit que ça crée un tollé ici, reprend un avion, elle est à la minute où on se parle dans un avion pour revenir à Montréal. Je vous fais entendre Mme Picard elle-même, puis je vous écoute ensuite. J'entends, je lis, je reçois vos commentaires, votre colère ou encore votre inquiétude du fait que je ne suis pas à Montréal, mais bien à la COP 28 pendant la négociation du Front commun. Alors, je vous annonce que je reviens cette nuit. Je devais être à la COP pour 2 semaines. J'avais décidé la semaine passée de revenir au début de la semaine prochaine, soit le 4 au matin, lundi matin. Pourquoi? Parce que présentement, comme vous le savez, on n'a personne dans la rue au Front commun. Ils n'ont personne dans la rue, mais il y en aura d'autres le 8 et ça négocie. De toute façon, Alec, question bien simple, est-ce que selon vous, en pleine manœuvre de négociation, c'est une erreur de jugement que de partir pour la COP 28? C'était une erreur d'y aller. C'est une bonne décision de revenir plus tôt. Si Sonia Lebel avait fait la même chose, on l'aurait critiqué également. On est au centre d'une négociation qu'on dit historique de part et d'autre pour l'organisation du travail, pour les salaires. C'est sûr que ce ne sont pas eux qui négocient. Ce n'est pas Magali Picard directement, ce n'est pas Sonia Lebel directement, mais ils ont un poids énorme sur l'avancement des négociations. Il faut qu'ils soient en contact constamment avec les négociateurs. C'est plus difficile de le faire avec 9 heures de décalage horaire. Parfois, il peut se passer quelque chose. Donc, on sait qu'avec les moyens de communication, c'est possible, mais ce n'est pas idéal. Et tout ce qui entrave le message du Front commun en disant on est à la table, on se force, c'est important, on a des gens dans la rue, des gens qui font des sacrifices, c'est pas bon pour eux. Alors, le fait qu'elle ait décidé d'y aller, c'était une erreur. Elle aurait pu faire comme c'est le cas actuellement, laisser son secrétaire général y aller, représenter la FTQ. Elle a décidé de ne pas y aller. Au moins, le fait qu'elle revienne plus rapidement, je pense que ça, c'est une bonne décision sur le plan de la communication politique. Et certains collègues du Front commun, des autres centrales, se posaient des questions aussi, Véronique.
Ben, c'est parce qu'on parlait aujourd'hui presque autant du voyage de... Ben, en fait, c'est pas un voyage, la présence de Mme Picard là-bas que des journées de grève. Alors, c'est sûr que ça fait diversion. Puis les autres leaders syndicaux sont obligés de défendre son choix à elle, alors que ce n'est pas leur propre association syndicale. Alors, c'est clair que ça les plaçait dans l'embarras parce que dans une négociation, on le sait, on est dans une bataille de l'opinion publique. Et chaque petite chose est scrutée à la loupe et analysée, d'autant plus que Mme Picard, par sa visibilité, c'est quand même une femme à la tête de la FTQ, elle a beaucoup de prestance, elle s'exprime bien, a des origines autochtones. C'est sûr qu'elle attire l'attention sur tout ce qu'elle fait, alors c'était prévisible. Probablement qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui aurait dû lui conseiller de ne pas faire ça. Michel C. Moi, je suis dans la petite minorité qui pense que l'erreur, c'est de revenir une fois qu'on est parti. Ah, intéressant. On n'est pas en 1920. Dubaï n'est pas à 20 jours de paquebot. L'Internet, qui fonctionne très bien. On peut faire des téléconférences si on veut. Et la COP est importante pour les travailleurs. C'est important qu'il n'y ait pas juste des gens du patronat qui soient là, puisqu'on parle de reclassification des travailleurs à cause des changements climatiques. Alors, à la fin, bon, on peut tout réécrire l'histoire, mais elle est rendue là. Et moi, je pense que de nos jours, les moyens de communication sont tels. Puis s'il fallait qu'elle revienne mardi prochain, elle peut revenir très facilement, c'est 8 heures d'avion. Alors, tu sais, c'est pas... Il faut arrêter là, de toujours penser que si quelqu'un n'est pas à Montréal ou à Québec, ils sont incommunicado, puis on peut pas les rejoindre. Oui, ça, c'est techniquement, mais vous dites que même pour l'image d'être à la COP 28, alors qu'ici, on est quand même dans le moment clé d'une grande négociation. Alec a parlé d'historique, on verra, mais grande négociation. La COP aussi, c'est historique. Oui, mais il y a beaucoup de monde. Oui, mais ça, OK. ça ne change rien. OK, donc vous lui auriez dit, Magali, restez là. Une fois rendu, oui. OK. Très bien. Ben, c'est intéressant. Voyez-vous, des avis différents. En tout cas, elle est Je suis dans la revenue. minorité, je le sais. Hein? Pardon? Je suis dans la minorité, puis je le sais. Non, mais vous l'avez dit d'emblée, mais c'est tant mieux. On aime entendre ça. On veut des points de vue différents. Bravo. OK, on s'en va à Ottawa là-dessus. Je vous fais entendre Yves-François Blanchet qui, le Bloc, dépose un projet de loi privé pour amender le code criminel qui permet, ou en tout cas qui permet davantage, quand on a un discours religieux, de pouvoir insulter, autrement dit. Je le dis comme ça, là, je résume, mais c'est un peu ça. M. Blanchet, M. Trudeau, puis on revient. Le point le plus fondamental, c'est qu'en disant on n'a pas le droit de tenir des propos haineux, on n'a pas le droit d'inciter à la violence, sauf en invoquant la religion, c'est pratiquement une invitation à invoquer la religion pour tenir des propos haineux. Alors, on va niveler tout ça en disant il n'y a pas d'exception qui existe. On ne peut pas tenir des propos haineux. Le problème réel, c'est qu'on voit une montée effrayante de l'antisémitisme et de l'islamophobie à travers le pays. On a déjà des règles très sévères contre l'incitation à la haine, le génocide et à la violence. Mais on va regarder attentivement le projet de loi, puis on va voir si ça ajoute ou ça répond à quelque chose. C'est évidemment, le Bloc a en tête le cas d'Adil Sharkawi, son discours à Montréal, qui a été interprété comme un discours haineux d'aller assassiner des Juifs, les retirer, les chasser de la terre d'Israël. Michel, votre réaction? Ben, d'abord, je ne pense pas qu'il y a un juge au Canada qui, entendant ce que M. Sharkawi a dit, va dire « Ah, c'est parce que peut-être qu'il fait référence au Coran ». Non, je pense que quand le discours haineux est un discours haineux, qu'il soit inspiré par la Bible, le Coran, le Gavara Gita ou quoi que ce soit, là, ça ne marche pas. Puis je pense que de toute façon, personne ne pourrait sérieusement utiliser cet article du Code devant un tribunal dans des circonstances comme celle-là. Cela dit, est-ce que c'est mauvais de l'enlever? Peut-être que c'est une bonne idée d'avoir ce débat-là, oui. Alec? Je suis assez d'accord avec Michel quand on regarde le discours d'Adil Sharkawi, parce que le Code criminel dit qu'on pourrait, si c'est fait de bonne foi, baser sur un texte religieux et argumenter, s'en sortir. C'était peut-être basé sur un texte religieux, je ne le sais pas, mais c'était pas de bonne foi et c'était pas argumenté. Alors, je pense pas que ça passait le test dans ce discours-là précisément.
Mais c'est vrai qu'un discours haineux est un discours haineux. Une incitation à la violence est une incitation à la violence. Pourquoi il y a une exception pour les religions, où je comprends la volonté du législateur de dire on peut continuer à se critiquer entre religions, mais une critique n'est pas un discours haineux ou n'est pas une incitation à la violence. Donc, peut-être que cette exception-là n'a plus lieu d'être et que ce n'est pas une mauvaise idée d'en débattre. Maintenant, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un expert en droit. Il y aura des gens qui feront cette étude-là en comité si le projet de loi du Bloc passe la première lecture. Mais le fait de s'y pencher, peut-être pas une mauvaise idée, mais comme je le disais, je ne suis pas certain que ça s'applique au discours de M. Charkaoui qu'on a entendu. Et on a noté, Véronique, que M. Trudeau n'a pas fermé la porte. Il a dit on va lire ça, on va regarder ça. Là. Bien, c'est clair qu'il y a une faille parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent se servir du prétexte de la religion pour avoir un discours haineux. Par contre, je me rappelle que du côté de Québec, le gouvernement Couillard, sa ministre de la Justice de l'époque, avait essayé de déposer un projet de loi un peu le même genre. C'était pour encadrer les discours haineux. Puis finalement, avait dû abandonner l'élément le plus important de ce projet de loi-là, c'est-à-dire qu'il s'était aperçu qu'il était incapable de les encadrer, les discours haineux. Je me rappelle qu'à l'époque, les avocats comme Julius Gray avaient défendu la liberté d'expression, avaient expliqué à quel point c'était difficile de tracer une ligne. C'est sûr qu'à ce moment-là, on était à Québec, là, alors que le code criminel, ça se gère du côté d'Ottawa et tout ça. Alors peut-être qu'à Ottawa, ils ont une meilleure poignée qu'on a pu avoir ici à Québec, mais je peux vous dire que ça a déjà été tenté dans le passé, puis abandonné parce que c'était trop complexe. Très bien, on va s'arrêter ici. Après la pause, je vais aller rejoindre Louis-Philippe devant le Centre Bell, où il y a cette cérémonie nationale en hommage à Karl Tremblay. Véronique, Alec, Michel, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.